Si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous devez déjà avoir vu ce genre de glow qui clignote dans mes vidéos. C'est une esthétique que j'utilise beaucoup et j'en ai fait un preset pour pouvoir appliquer et modifier l'animation très rapidement quand je travaille. Ces derniers jours, je me suis dit que j'allais remettre un peu tout ça au propre pour en proposer une version publique et c'est chose faite. On va donc voir comment on peut réaliser cet effet manuellement, puis je vous montrerai comment installer et utiliser les presets gratuits que j'ai développés pour vous. Ils vous permettront de paramétrer l'effet plus précisément et plus rapidement sur After Effects. Et pour un gain de temps encore plus grand, si vous êtes davantage monteur que motion designer, j'ai fait une version de l'outil spécialement pour Premiere Pro qui vous permettra d'appliquer et de contrôler l'animation directement dans le logiciel. Bref, j'espère que ces petits presets vous seront utiles. On est parti. On se retrouve donc sur After Effects pour comprendre un peu comment ça marche. Ici, j'ai créé un simple carré blanc avec des bords un peu arrondis et on peut imaginer que j'ai envie de lui rajouter une lueur. Vous pouvez le faire nativement avec l'effet lueur diffuse qui est juste ici. Vous pouvez faire en sorte que le glow se base sur les couleurs originales de l'objet ou qu'il se base au contraire uniquement sur la forme de l'objet et qu'il lui applique des couleurs que vous pouvez choisir ici. Les trois paramètres qui vont vraiment être importants, c'est le seuil, le rayon et l'intensité. Le seuil, il définit la luminosité qui est nécessaire pour que la lueur soit appliquée. Là, mon carré est tout blanc et le blanc pur, c'est la luminosité maximale qu'on peut avoir, donc fatalement ça ne change rien de modifier le paramètre. Mais si je viens ici mettre un dégradé et que je passe donc du blanc à un bleu moyen, vous voyez comme le fait d'augmenter le seuil n'applique plus le glow que sur les parties les plus lumineuses et laisse inchangées les zones les plus sombres. Vous avez ensuite le rayon qui définit simplement la taille de votre lueur et son intensité qui permet de définir à quel point la lueur est brillante ou pas. Ce glow natif d'After Effects, malheureusement, il est pas très puissant, vous allez avoir du mal à avoir une lueur très intense, même si vous augmentez beaucoup le rayon et l'intensité, ça reste assez décevant, on n'a pas vraiment de bain de lumière ici, on a juste l'impression d'avoir rajouté un solide noir avec un dégradé radial derrière l'objet en fait, c'est pas très bien composité. Pour corriger un peu ça, si vous voulez pas investir dans un plugin, vous pouvez dupliquer l'effet. Là on avait un rayon de 200 et une intensité de 2, on peut ici mettre le rayon à 400 et l'intensité à 0,5, ça permet de gagner en luminosité et d'avoir une transition un tout petit peu plus réaliste, et puis on peut faire une troisième duplication avec un rayon à 1000 par exemple et une intensité à 0,2 et voilà, là vous avez encore quelque chose de plus lumineux. Maintenant tout ça c'est un peu fastidieux et vous aurez difficilement un rendu vraiment convaincant, donc moi je vous recommande, si vous avez un peu d'argent à dépenser, d'investir dans le plugin Deep Glow. C'est un glow beaucoup plus réaliste, même pour du compositing, ici on a bien cette espèce d'aberration de couleur qu'on veut sur les bords. Si je vous compare les trois glows natifs avec le plugin Deep Glow, vous voyez quand même bien qu'il y a une grosse différence de qualité. Moi ici pour l'exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une petite animation rapide sur Deep Glow directement, mais si jamais vous n'avez pas le plugin, vous pouvez tout à fait refaire les étapes avec une lueur diffuse. Il suffira de copier ce que je fais sur le paramètre radius ici rayon sur le rayon de la lueur diffuse et de copier ce que je fais dans le paramètre exposition sur le paramètre intensité de la lueur diffuse. Bref, maintenant que vous voyez les différences et qu'on a notre composition avec un glow, on peut passer à l'animation de clignotement. Pour ça, on va tout faire avec des expressions, donc je vais faire alt-clic sur le rayon ici et on a besoin de créer une variation infinie mais qui ne soit pas complètement chaotique. On pourrait utiliser la fonction random pour avoir des nombres complètement aléatoires sur chaque image qui n'ont aucun rapport entre eux, donc par exemple des nombres entre 100 et 500, et là on voit qu'on a quelque chose de beaucoup trop chaotique à ce nombre d'images là par seconde, et quand bien même on baisserait ici la cadence à 6 images ou alors à 8 images par seconde, ça reste un peu trop instable pour le résultat qu'on veut. On va donc retirer tout ça, et pour avoir une variation plus cohérente, il y a plusieurs fonctions qu'on pourrait utiliser. On pourrait avoir quelque chose d'extrêmement régulier et uniforme qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, en récupérant constamment le sinus ou le cosinus de l'instant de la composition, puis en le multipliant beaucoup pour obtenir une valeur très élevée. Si on voulait quelque chose de parfaitement régulier, ça pourrait être tout à fait faisable, mais là on a un peu le problème inverse, on va sans doute vouloir quand même un tout petit peu plus d'irrégularité pour donner un peu plus de caractère au clignotement et avoir un peu cette impression de néon défectueux. Donc on peut encore retirer tout ça. On pourrait utiliser la fonction noise, ça pourrait être tout à fait intéressant, on aurait encore un nouveau type de génération, mais ici bien sûr le choix le plus logique ça va être d'utiliser la fonction wiggle qui est très connue et que vous avez déjà sans doute utilisé si vous avez besoin d'avoir un calque qui gigote un peu en arrière-plan sans trop vous en occuper, mais on peut l'appliquer à n'importe quelle propriété numérique et elle est d'autant plus pratique qu'elle se paramètre très facilement avec deux paramètres essentiels, la fréquence, c'est-à-dire le nombre de variations qu'il va y avoir toutes les secondes, on va par exemple mettre ici une valeur de 1, et l'amplitude qui détermine à quel point la variation va être forte. Là par exemple j'ai un rayon qui a une valeur de base de 500 avec une amplitude de 100, l'expression pourra faire varier le rayon en le faisant descendre jusqu'à 400, 500 moins 100, et le faire monter jusqu'à 600, soit 500 plus 100. J'écris donc ici 100 pour vous montrer, et quand j'applique, si vous regardez la valeur ici, vous voyez qu'on a bien une variation sur environ 100 pixels en bas et 100 pixels en haut, soit 200 pixels en tout. Ici l'animation est beaucoup trop lente, donc on peut
retourner dans l'expression pour augmenter la fréquence afin d'augmenter la vitesse du clignotement. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et puis on peut estimer que 100 pixels c'est pas assez comme variation, donc on peut par exemple vouloir 300 pixels, et là on a quelque chose de beaucoup plus net. Si on veut rajouter une esthétique saccadée, on a maintenant envie de pouvoir contrôler le nombre de FPS à laquelle cette animation va se produire. Donc ici j'appuie sur entrée pour aller à la ligne, et sur la ligne du haut, on peut écrire posterize time, qui est donc une expression qui va permettre de réduire la cadence à laquelle est exécutée l'animation conduite par la ligne suivante. Je peux par exemple ici mettre une valeur de 6 pour 6 images par seconde, je mets bien un point virgule à la fin de la ligne, je sors du champ, et vous voyez qu'on a une esthétique très saccadée, avec seulement 6 changements par seconde. On peut maintenant copier ça, faire un nouveau alt-clic sur l'exposition, coller juste ici, et là fatalement, on a une amplitude de 300, alors que ce paramètre il peut varier que de 0 à 10, donc avec 300 d'amplitude ça va faire n'importe quoi. On va donc mettre plutôt une amplitude de 0,5 par exemple. Pour mettre une virgule dans une expression, vous écrivez un point, parce que la virgule elle permet de séparer les différents paramètres, donc on écrit bien wiggle comme ça, ensuite on ouvre les parenthèses pour préciser des arguments dans cette fonction, on inscrit la valeur de fréquence qu'on veut, en l'occurrence 5, une virgule pour indiquer qu'on passe à l'argument suivant, la deuxième valeur, en l'occurrence celle de l'amplitude, comme c'est un chiffre décimal 0.5 et pas 0,5, et on ferme les parenthèses pour indiquer qu'on a fini de paramétrer cette fonction. Sur la ligne du haut, vous remarquez que c'est le même système, on a ici le nom de la fonction, on ouvre les parenthèses pour indiquer qu'on va spécifier des arguments dans cette fonction, on insère le nombre d'images par seconde qu'on veut, on ferme les parenthèses, et on ajoute bien un point virgule pour que le logiciel comprenne qu'on en a fini avec cette ligne-là, et qu'on passe à la suivante. Avec une variation d'exposition en plus, on a quelque chose d'encore plus drastique, vous voyez bien la différence, c'est même trop, ici on peut plutôt mettre 150 comme valeur d'amplitude par exemple, et voilà, vous avez quelque chose qui marche à peu près correctement, vous avez votre effet de clignotement, vous pouvez changer à tout moment la cadence, la fréquence et l'amplitude. Maintenant c'est un peu pénible de devoir à chaque fois rentrer dans le code, encoder une valeur brute, faire la même chose dans l'autre expression, voir ce que ça donne et éventuellement réajuster. Donc pour se simplifier la vie, on peut rajouter des contrôleurs d'expression à Scalc. Donc vous allez chercher ici un paramètre glissière, en anglais c'est slider control, toujours des traductions surprenantes en français. Cet effet en lui-même il fait absolument rien, vous voyez que là ça change absolument rien à mon calque de le modifier, mais je vais pouvoir lier la valeur qu'il renvoie dans mon expression, et donc ça va être beaucoup plus pratique puisque je pourrais ajuster mon expression directement ici, plutôt que de devoir constamment rentrer dedans pour modifier des choses. Donc pour faire ça, on va encore aller à la ligne, et on va pouvoir déclarer une variable qui correspond à la valeur qui est disponible ici. Donc pour ça, on va écrire var pour variable, ensuite on va devoir la nommer cette variable, donc on peut l'appeler ici fps, puisqu'elle va nous permettre de remplacer le nombre d'images par seconde qui est accessible ici. Ensuite égal pour indiquer qu'on a fini de la nommer et qu'on va la définir. On prend le petit escargot ici qui permet de lier des propriétés, on vient chercher la valeur du curseur juste là, on relâche le clic, point virgule pour aller à la ligne, et maintenant quand je vais écrire fps, le logiciel va savoir que ça correspond à cette ligne-là, et comme cette ligne-là correspond au paramètre qui est juste là, quand je vais ajuster ce paramètre, ça va ajuster le nombre de fps de mon expression. Je remplace donc ici le 6 par fps, je copie cette partie-là du code et je la colle juste ici, et maintenant si je mets 6, on a une animation à 6 fps, si je mets 12, on a une animation à 12 fps, et si je mets 30, on a une animation qui n'est plus du tout saccadée. On peut donc ici sélectionner l'effet, appuyer sur entrée et le renommer fps pour bien savoir à quoi il correspond, et puis on peut recommencer l'opération pour les autres valeurs. Je vais donc dupliquer cet effet avec CTRL D, le renommer fréquence, déclarer une nouvelle variable, donc var fréquence égale, et je viens ici lier mon expression à cette nouvelle propriété, point virgule pour finir la ligne, et je viens remplacer dans mon wiggle le 5 par le mot fréquence qu'on vient de définir. Je copie à nouveau tout ça, je le colle dans l'autre expression, et je peux maintenant ajuster ma fréquence directement ici. Si je mets 1, on a une vitesse très très lente, et si je mets 8, on a une vitesse beaucoup plus rapide. On va terminer en créant des paramètres pour l'amplitude du rayon et l'amplitude de l'exposition, donc je duplique deux fois, celui-ci je vais l'appeler amplitude rayon, et celui-là amplitude exposition. J'écris à nouveau var pour déclarer une variable, on peut l'appeler amp rayon, égale, et on vient la lier à notre paramètre, point virgule, et on remplace 150 par amp rayon. Même chose ici avec l'autre, variable amp expo égale l'amplitude d'exposition qu'on vient de créer, point virgule, on remplace, on remet les bonnes valeurs dans les sliders, et on a maintenant une animation qu'on peut complètement contrôler avec des effets. Si je veux plus d'amplitude de rayon, une animation moins rapide et moitié moins d'images par seconde, je peux le changer très facilement comme ça, et faire des ajustements jusqu'à être satisfait du rendu, en sachant que je peux toujours modifier la valeur source à partir de laquelle est calculée la variation, en venant modifier ici le paramètre source du rayon et le paramètre source de l'exposition. Une fois que vous êtes content de votre paramétrage, vous pouvez sélectionner ici votre effet de glow, maintenir Shift et cliquer sur le dernier effet pour sélectionner l'ensemble des effets
l'effet qu'on a créé. Là, moi, je le fais avec Deep Glow, mais donc si vous aviez utilisé la lueur diffuse native, le processus est exactement le même. Vous sélectionnez la lueur diffuse à la place, vous vous rendez dans Animation, enregistrez l'animation prédéfinie, et là, le logiciel va vous proposer d'enregistrer un preset. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, et quand c'est fait, vous allez ici dans Animation prédéfinie, puis dans votre dossier personnel, je l'applique au calque, et je récupère bien tout mon paramétrage, comme je l'avais laissé. Maintenant voilà, si ce qu'on a fait c'est déjà pas mal, et que ça peut vraiment servir comme ça, il faut comprendre que la fonction Wiggle, elle se base sur tout un tas de paramètres qui sont dans votre composition pour définir la manière dont l'oscillation va être produite. Là, si on regarde le graphique post-expression du rayon, on voit qu'on a cette forme-là, qui est donc un graphique qui représente l'évolution de la valeur induite par nos expressions, mais globalement, vous voyez que la génération est la même entre la génération du rayon et celle de l'exposition. Là, par exemple, je suis à un maximum et ensuite je vais redescendre, et de la même manière, sur le rayon, je suis à un maximum et je vais redescendre. Le problème, c'est qu'avec cette génération de base, dans une composition plus complexe, avec plus d'éléments, vous risquez d'avoir deux générations différentes, même si la fréquence reste la même. Et ça va vous poser problème, parce que si vous avez un moment l'exposition qui augmente très fort alors que le rayon se réduit, ça n'aura pas vraiment de sens et ça ne sera pas très réaliste. De la même manière, si vous avez le rayon qui augmente et l'exposition qui baisse, ça va faire bizarre et pas naturel. Pour que l'animation soit organique et fluide, on doit avoir deux générations identiques, dont le rayon augmente en même temps que l'exposition et se réduit en même temps que l'exposition. Pour vous montrer ce que ça peut donner, là dans le projet, je n'ai fait que rajouter un wiggle à la position du calque avec une fréquence et une amplitude de 10. C'est rien de bien sorcier, mais on voit qu'on commence à avoir un petit découplage. Si je vous remonte le graphique, par exemple, ici on a une petite montée, on passe de 491 à 525, alors que sur l'exposition on a une descente, on passe de 0,37 à 0,32. Bon là évidemment c'est pas dramatique et les deux sont encore assez proches, mais plus le projet va se complexifier, plus vous risquez d'avoir un découplage important, et au plus ça peut nuire au réalisme de votre clignotement. Heureusement, grâce au preset que je mets à votre disposition gratuitement, vous n'aurez jamais ce genre de problème. On va donc voir tout de suite comment l'installer et l'utiliser. Une fois que vous avez téléchargé, vous recevez un zip comme ça, vous faites clic droit, extraire tout, et vous spécifiez le dossier où vous voulez l'extraire, et ensuite vous vous retrouvez donc avec deux sous-dossiers, les Mogurt pour Premiere Pro qu'on verra après, et les presets pour After Effects. Comme je vous disais, il y a trois versions, une pour le plugin Deep Glow si vous avez l'ancienne version et que vous n'avez pas mis à niveau vers Deep Glow 2, une pour Deep Glow 2 si vous avez Deep Glow 2, et une avec le glow native d'After Effects si jamais vous ne possédez pas Deep Glow, en sachant que lui il va du coup rajouter trois glows les uns sur les autres pour avoir une lueur un peu plus puissante. Pour installer le preset, c'est très simple, vous prenez le preset que vous voulez, vous retournez sur After Effects, vous allez dans Animation prédéfinie et puis dans votre dossier personnel ici, et là si vous avez suivi le tuto jusque là, vous avez au moins un paramètre prédéfini puisque c'est la petite démo que j'avais fait tout à l'heure. Donc si c'est le cas, c'est très bien, vous la sélectionnez, vous sélectionnez n'importe quel effet qui apparaît là, vous ouvrez les options et vous cliquez sur faire apparaître dans l'explorateur, et ça va vous ouvrir le dossier que vous cherchez avec tous les paramètres prédéfinis. Une fois que vous avez trouvé le dossier, vous copiez le fichier et vous le collez juste ici, moi en l'occurrence je l'ai déjà, vous retournez dans After Effects, vous retournez dans le panneau effets et paramètres prédéfinis, vous allez dans les options et vous faites actualiser la liste, ça va faire apparaître le preset que vous venez d'importer dans le dossier correspondant, vous pouvez l'appliquer à votre calque et on va donc voir comment il marche. Moi là ici c'est la version Deep Glow 2 puisque c'est le plugin que j'utilise quand je travaille, on peut donc venir réduire le glow et dérouler les différents paramètres de l'effet. On retrouve donc bien un clignotement directement, on peut venir augmenter le nombre de FPS, augmenter la fréquence, ou au contraire la baisser. On peut directement modifier la valeur initiale de l'exposition ici, il n'y a plus besoin d'aller le faire dans l'effet directement. Idem pour la valeur source du rayon. Et puis le grand intérêt ici, c'est que vous avez une variation qui est en pourcentage et pas en valeur brute. Par exemple ici, j'ai une exposition qui est à 2, et vu que j'ai 50% de variation, j'ai une variation de 50% de 2, soit 1, donc l'exposition peut varier entre 1 et 3. J'ai également 50% de variation sur le rayon est à 400, donc j'ai 200 de variation, le rayon peut varier entre 400 moins 200, soit 200, et 400 plus 200, soit 600. Cette valeur en pourcentage, elle est pratique parce qu'elle s'adapte automatiquement à la valeur source que vous allez mettre ici. Donc si je mets par exemple ici 800 et que je veux toujours 50% de variation, bah c'est bon, j'ai rien à changer de plus. Alors qu'avec le preset précédent, il aurait fallu venir dans la variation et encoder une valeur de 400, soit la moitié de 800, ce qui est un peu plus fastidieux, et idem pour l'exposition. Ici si je passe à une exposition de 4, mais que je veux toujours 50% de variation, tout est fait automatiquement, je n'ai rien à changer, et on remarque très bien comment si je passe ici à 20%, j'ai une variation beaucoup plus faible, et évidemment si je monte à 80%, j'ai une variation beaucoup plus forte. Ici le code est plus long que ce qu'on avait fait avant, hein. Bon c'est pas non plus très complexe, mais la variation du rayon est liée à la variation de l'exposition pour qu'on ait jamais de problème de découplage entre les deux valeurs. Donc fatalement il faut écrire un peu plus de code pour arriver à ce résultat là, mais c'est rien de très sorcier. Là fatalement je vais pas trop détailler parce que ce serait très long et que c'est quand même assez niche comme contenu, mais je le répète encore une fois, je prépare un grand cours complet sur les expressions pour que si vous êtes complètement débutant ou pas très à l'aise avec les expressions, vous puissiez être vraiment indépendant, écrire vos propres expressions, réaliser des presets, des automatisations, des petits outils, des templates que vous pourrez vendre sur des marketplaces. Bref, les expressions ça vaut
ouvre vraiment beaucoup de portes et c'est malheureusement trop mal connu par la plupart des motion designers. Donc si ça vous intéresse de vous inscrire à ce cours quand il sortira, n'hésitez pas à mettre votre mail sur mon site, vous serez parmi les premiers informés du lancement. Et d'ici là, si vous avez besoin de développer cette partie-là de vos compétences, je propose toujours des cours particuliers, vous avez le lien en description. On peut aborder un peu ce que vous voulez, de la 3D au mouvement, aux couleurs, aux textures, c'est vous qui voyez. Mais je peux aussi évidemment vous faire des leçons spécialisées sur les expressions, donc si ça vous intéresse, vous avez également un lien en description, ça serait avec plaisir qu'on pourra voir ça ensemble. Bref, moi généralement cet effet j'utilise sur un petit contour. Typiquement, imaginons que j'ai besoin d'avoir cette image dans une animation, je vais venir créer une composition aux dimensions de l'image, je vais prendre l'outil rectangle, je vais double-cliquer dessus pour avoir un rectangle à la tête de ma composition, je vais m'assurer de ne pas avoir de fond et d'avoir un contour par exemple de 5 pixels, je vais appeler ça contour, je vais appliquer mon clignotement lumineux, je vais éventuellement l'ajuster un peu, par exemple ici réduire l'exposition, peut-être un peu le rayon aussi, et puis maintenant je vais venir apporter ça dans ma composition principale, en cochant bien ici l'option qui permet de réduire les transformations pour que le glow s'applique correctement et sorte bien du cadre du calque, et de cette manière-là, j'ai très rapidement un effet qui me permet de faire ressortir mon image, c'est tout de même plus intéressant visuellement que sans le contour. Bref, j'en ai fini avec After Effects, les 3 presets sont exactement les mêmes, j'espère que ça vous sera utile, et on va tout de suite voir comment on peut récupérer ça sur Premiere Pro. On se retrouve donc sur Premiere Pro, et pour installer les différents fichiers, vous allez chercher ici la fenêtre modèle graphique, ou Graphics Templates en anglais. Si vous avez une plus vieille version de Premiere Pro, ça doit être Objet graphique essentiel, ou Essential Graphics en anglais. Entre les changements de nom et les traductions un peu bizarres, c'est compliqué de s'y retrouver, mais c'est la fenêtre où il y a graphique dedans et qui ressemble à ça. Quand vous l'avez trouvé, vous retournez dans le dossier que vous avez téléchargé depuis mon site, vous ouvrez donc l'onglet Mogert, et là vous vous retrouvez avec 2 fichiers, vous les sélectionnez tous les deux, et vous les glissez dans la fenêtre pour les installer. Quand ça sera fait, vous allez donc vous retrouver avec ces 2 fichiers là. On a donc 2 modèles différents, un qui permet de rajouter le clignotement à un texte, et un qui permet de rajouter le petit contour qu'on avait fait tout à l'heure sur After Effects qui clignote à n'importe quel média. On peut donc commencer par le premier Mogert, on va le drag and drop sur la timeline, et on se retrouve donc avec ceci. Là vous allez vouloir sélectionner votre clip, ouvrir l'onglet Propriétés, qui est un nouvel onglet. Si jamais vous avez une vieille version, encore une fois c'est l'onglet Objet graphique essentiel, et là vous aurez normalement une partie modifiée qui correspond en fait à ce qu'il y a ici. Dans ce panneau Propriétés, on va donc retrouver tout ce qu'on avait sur After Effects, à nouveau dans des petits onglets, donc clignotement ici, on peut changer la fréquence, le nombre d'images par seconde, l'exposition, l'intensité du changement d'exposition, le rayon, et bien sûr, l'intensité de changement du rayon. On a quelque chose de moins joli que ce qu'on avait avec Deep Glow sur After Effects, c'est normal, c'est parce qu'on ne peut pas encore malheureusement utiliser de plugins externes dans des templates pour Premiere Pro, donc j'ai construit ces 2 modèles avec les glows natifs d'After Effects, ce qui donne un rendu un peu moins intéressant, mais je pense que ça peut toujours être utile si vous êtes habitué à monter sur Premiere et que vous n'avez pas envie de faire des allers-retours en bouche sur After Effects, ça peut quand même donner une esthétique sympa. Bref, en plus des contrôles du preset en lui-même, vous pouvez éventuellement changer la couleur de votre contour si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, vous pouvez le repositionner comme vous le souhaitez, éventuellement augmenter l'épaisseur du contour, ce qui aura également pour effet de vous donner quelque chose de plus lumineux, et puis encore une fois, si c'est nécessaire, vous pouvez également ajuster sa rondeur. Maintenant, bien sûr, l'intérêt c'est de mettre ses propres images, ses propres vidéos, ou peu importe, à l'intérieur de l'effet. Donc imaginons que je veuille faire briller ce plugin, je vais simplement venir le chercher dans le chutier et le glisser-déposer ici dans mon effet. On voit qu'il a bien été remplacé, mais malheureusement le contour ne s'adapte pas exactement aux dimensions de l'image. C'est malheureusement une autre limitation de Premiere Pro, donc si vous voulez avoir toute l'image, parce que là on voit qu'elle est crop à gauche et à droite, vous allez devoir réduire son échelle, par exemple à 70%, là c'est bon, elle est plus rognée, ajuster le contour grâce aux paramètres de dimension qui sont disponibles ici, donc on va retirer la rondeur et faire en sorte qu'ils épousent convenablement la taille de l'image, en sachant que le contour agit également comme un mat, donc comme ça quand vous en êtes là, vous pouvez avancer un peu plus que nécessaire, et vous n'avez pas besoin de zoomer comme un fou pour vérifier que vous êtes au pixel près, dans tous les cas tout ce qui est hors du contour sera masqué. Puisque ça agit comme un mat, si on veut récupérer un peu de rondeur, on peut le faire maintenant. C'est vrai que indépendamment de ce pourquoi a été conçu cet outil, c'est-à-dire rajouter un clignotement, c'est tellement pénible de faire des masques en forme de cercle sur Premiere que vous pouvez presque utiliser l'outil simplement comme un effet de recadrage en mettant le contour à 0 et en ajustant ici les dimensions du contour si vous voulez par exemple avoir un masque en forme de cercle. Et puis ensuite, une fois que vous avez tout recadré comme vous voulez, si jamais vous voulez à nouveau agrandir l'image, parce qu'on a dû la rétrécir pour qu'elle ne soit pas rognée, vous pouvez aller ici tout en bas dans les options de transformation afin de réaugmenter l'échelle à la taille qui vous convient. Bref, voilà, j'ai fait le tour de l'effet, c'est sûr que vous aurez jamais autant de contrôle que si vous allez sur After Effects, et ça ne sera jamais aussi convaincant avec le glow natif d'Adobe qu'avec un plugin spécialisé, mais au moins si besoin, vous avez un outil pour faire clignoter et masquer n'importe quel média dans Premiere Pro, que ce soit une image, une vidéo ou peu importe. Il y a simplement les textes que vous allez sans doute vouloir faire clignoter directement et d'avoir la possibilité de les modifier à tout moment comme ça dans Premiere Pro. C'est pour ça que j'ai créé cette variante que vous pouvez à nouveau glisser-déposer. Vous retrouvez en dessous toujours le même contrôle, je vais pas les refaire, mais ici on voit qu'on a bien notre texte qui clignote et on a bien un espace qui nous permet d'écrire ce qu'on veut, de changer la police si besoin, de modifier la taille du texte,
texte, sa couleur, bref, encore une fois, ça peut dépanner. Vous pouvez l'animer directement vous-même sur Premiere Pro pour le faire apparaître ou disparaître comme vous voulez, comme n'importe quel texte. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. J'espère que ces fichiers vous seront utiles. Si jamais vous rencontrez un bug ou un problème quelconque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail, un message, peu importe. Je ferai en sorte de le patch rapidement. Et également, si jamais vous utilisez un de ces outils dans n'importe quel projet, n'hésitez pas à me tag sur YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social. Je serai très content de voir votre création et ce que vous avez fait avec. Bref, passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a été utile. Tous les liens pertinents sont en description. Et puis voilà, bon travail, bon courage et à la prochaine.